C'est ce qu'on va espérer avec nos deux invités qui sont déjà ici en plateau. Monsieur Alpha Oumar Kaloga, président, plutôt directeur de l'ONG Green Transformation 2050. Bonjour à vous, monsieur Kaloga. Bien, bonjour, monsieur Kaloga, plutôt. Bonjour. Bienvenue. Merci de nous Bien, avoir peut-être que voilà, on s'est amené les pinceaux dans les qualités. Dites-nous si c'est la bonne qualité, monsieur Alpha Oumar Kaloga. Ma modestie m'impose de ne pas commenter cela, mais je pense que... Oui, rapprochez-vous du micro. Hein. Je pense ici qu'on est pour une problématique très importante. Bien. Il s'agit de l'environnement, de mettre en adéquation les politiques et les stratégies environnementales avec le développement. Bien. Monsieur Diallo Alpha Amadou, bonjour. Bonjour. Bien. Babacar. Également de Green Transformation. Bien sûr, je suis de Green Transformation 2050, le directeur exécutif en charge des projets Effectivement. et de la mise en place des activités relatives à ces différents projets dont vous avez mentionné tout à l'heure. Bien. Alors, vous étiez à la COP 27 qui vient de s'achever en Égypte. D'abord, des mots d'entrée. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette COP 27? Est-ce que les attentes ont été atteintes? Je voudrais un peu préciser que j'ai participé à la COP en tant que porte-parole de l'Union africaine sur les questions relatives aux pertes de préjudice. Donc, j'étais au centre des négociations. Ouais. Et on est dans un mécanisme multilatéral qui est important. Pour nous, la COP, il s'agit de la survie. Sinon, on va se retrouver, si je me permets de dire, dans un apartheid climatique où le groupe 20 va décider des objectifs d'émission, de réduction des émissions et nous proposer une facture blanche en termes de financement. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a participé. L'Afrique avait 3 points. Un, de reconnaître la circonstance spéciale de l'Afrique. Deuxièmement, de demander le résultat des promesses faites. Naturellement, par rapport à l'adaptation, les pays développés avaient promis l'année passée qu'ils allaient doubler la fourniture pour l'adaptation. Et le troisième point, c'était de créer un fonds pour la première fois après 30 ans sur les pertes et préjudices associés avec les changements climatiques. Donc, ces 3 points ont été discutés. On a eu le fonds. Les discussions continuent quand il s'agit des financements. Il s'agit d'un processus facilitateur qui va permettre de comprendre les enjeux. Et nous avons remarqué que les rapports fournis par les pays développés ne sont qu'en train de labelliser l'aide publique au développement, au financement. Et donc, ça, c'est un débat qui continue. Et je pense que... Mais un gros financement a été annoncé quand même en faveur de l'Afrique à l'issue de cette COP. Ça ne fait pas une exception de cette COP. Le problème est que nous voulons aller de la rhétorique aux actions. Le groupe africain a toujours dit qu'il est important, pour la première des choses, que les pays développés ont des politiques ambitieuses en termes de réduction, c'est-à-dire vers 2050 d'avoir zéro net en termes d'émissions carbone. Et deuxièmement, de nous assister en termes de financement, de transfert de technologie, de renforcement de capacités et d'innovation, de nous montrer à travers leurs exemples que c'est possible de prendre une trajectoire sobre en carbone et économiquement viable. Bien. Voilà qui est bien dit, un propos introductif de la part de M. Alpha Oumar Kaloga. On va à présent, Talibé, nous intéresser au financement obtenu par l'ONG Green Transformation 2050. Oui, on parle d'un financement pour 2 projets. Quels sont ces projets et comment, qu'est-ce qui vous a valu, vous, Green Transformation 2050, qu'est-ce qui vous a valu ces financements? Merci. Alors, j'aimerais tout au début préciser que c'est une aventure qui a débuté depuis les années 2017-2018. Deux Alpha se sont décidés de mettre en place un système qui va être un renouveau dans le secteur de l'environnement. L'environnement était perçu par les Guinéens en majeure partie comme étant des organisations en charge de la gestion des déchets. Alors que la notion de l'environnement dépasse cet aspect qui est limité simplement à gérer des déchets ou à discuter comment on peut aménager les allées de la République. L'environnement, c'est tout un complexe. Il y a le climat qui est inclusif à l'intérieur et toutes les ressources naturelles, bien sûr, dont on mentionne, sans parler aussi de ce qui nous entoure, l'atmosphère et ce qui contient l'atmosphère. Alors, de là, nous avons mis en place GreenDev, qui est une entreprise sociale. Et à travers GreenDev, on a commencé à... Une SAR, là. Oui, une SAR, bien sûr. On a
initié cela en partenariat. Ouais. Et on a débuté les activités avec un projet de l'AgriFarm financé par le FIDA, le Fonds international pour le développement de l'agriculture. De là-bas, on a décidé, bon, écoute, on peut aussi entamer des procédures avec une ONG. Parce que ce qu'une SARL peut faire, c'est limiter seule la consultance ou l'accompagnement des politiques en général. Alors qu'une ONG peut aller au-delà. Au-delà. Elle peut lever des fonds, elle peut accompagner les collectivités locales et les communautés. Donc c'est comme ça que Green Transformation aussi a été accompagné. De 2019 à nos jours, on a reçu le financement de l'Union internationale pour la conservation de la nature dans le cadre de la mise en place d'un projet tout autour du Parc national du Haut-Niger. Très bien. C'est ce projet qui a reçu encore un second financement à travers une autre fondation qui est Waterfond, qui accompagne les collectivités tout autour du Parc national du Haut-Niger afin que ces derniers arrêtent de donner plus de pression sur le parc. Ça, c'est le premier financement. Ouais. Le second financement, il est venu à travers une initiative de discussion. On a été écœuré de voir des informations de la part des habitants de Tayaki qui sont encore proches de notre bureau à Kobaya. Ouais. Et ces informations nous sont venues. Il y a des jeunes gens et des familles éplorées qui ont quitté leur village parce qu'ils ont perdu la quasi-totalité de leurs champs. Ils ont perdu leur domaine. Ouais. L'eau est venue les envahir. Alors, ils ont migré d'un côté de la Guinée vers un autre côté. Cette migration climatique dont personne ne mentionne pratiquement, les médias sont silencieux là-dessus. Et Mais la vous parlez de migration climatique. migration climatique, bien Ouais. sûr. Mais on Parce apprend que- des choses. Hein. alors, on viendra peut-être avec les questions à approfondir à l'intérieur. Bien. Donc, cette migration d'un point à un autre suite à des calamités ou bien à une catastrophe climatique venue lentement, nous appelons ça les événements irréversibles mais lents, quand ils arrivent, il n'y a pas de recours en fait. Vous perdez totalement soit la terre ou la culture ou même votre ressource, habitation. Ouais. Alors, on est allé les rencontrer, ils se sont expliqués. On leur a dit, bon écoutez, nous pouvons faire quelque chose. Nous allons écrire un projet. Et Kaloga, il a eu le sens de l'initiative dès le début. Écoutez, nous ne pouvons pas aller à la COP juste pour tourner. La majeure partie des pays sous-développés le font. Ils vont juste pour tourner dans les stands, se faire voir et rentrer à la maison. Il faut qu'on rapporte quelque chose. C'est dans ce cadre on s'est lancé, on a écrit ce projet, on a soumissionné. Et par la grâce de Dieu, nous avons été vainqueurs sur 83 autres projets. Et en quoi consiste cet apport au profit des habitants de Tayaki? Bon, ici d'abord, il y a deux phases. Il y a une phase qui concerne à faire comprendre à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a bien sûr des pertes et dommages qui arrivent en Guinée en termes de changement climatique. Bien entendu. Et dont on ne parle pas. Mais pourquoi? Parce que peut-être les médias ne sont pas beaucoup plus intéressés à ce qui vient lentement, sauf ce qui va directement et les politiques. Alors c'est le bon moment pour les médias de tourner aussi les caméras vers ces réalités qui se passent. Nous prenons bonne note. Hein. Bien sûr. C'est ce premier point. Le second point, c'est accompagner ces gens par l'aide directe, en les dotant d'un étang où ils vont sécher leurs poissons et aussi à les permettre d'avoir une vie idéale. Parce qu'ils se sont déplacés. Quand tu te déplaces, tu ne bouges pas avec ta maison. Tu ne bouges pas avec tes latrines. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour compenser les terres qu'ils ont perdues, les empêchant de continuer à pratiquer l'agriculture? Parce que vous avez fait état de cela dû à l'envahissement de ces terres par les eaux salines. Concrètement, nous allons en discuter avec l'État. Nous ne pouvons pas les rétrocéder une autre portion de la Guinée pour qu'ils puissent y habiter. Mais partout où ils seront, nous pouvons venir les accompagner à cet endroit. En ce qui concerne les politiques et les visions, nous allons discuter avec l'État. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner cette partie de la population aujourd'hui victime de cette calamité naturelle? Ça, c'est à l'État de répondre à cette question. Bien. Oui, Mohamed, question peut-être pour M. Kaloga. Alors, M. Kaloga, vous avez également aussi bénéficié du financement pour les habitants de la périphérie du Parc national du Haut-Niger. Parlez-nous de ce projet et comment contribue-t-il à la conservation des aires protégées? Le projet s'intitule la gestion participative de la biodiversité dans le Parc du Haut-Niger. L'objectif était en quelque sorte d'abord de réhabiliter les différents groupements qui existaient, parce que ces groupements au sein des communautés vulnérables sont les vecteurs dynamiques qui mettent la pression sur le parc, en essayant de faire des ateliers de plaidoyer et de sensibilisation. On a créé un club écologique dans les écoles. On a mis à la disposition de ces populations aussi des ruches kenyanes, par exemple, pour diversifier en quelque sorte leurs moyens de survie et
en quelque sorte diminuer la pression sur le parc. Et il était aussi important qu'on travaille aussi sur l'écotourisme. On a eu une visite, on a invité 4 jeunes sociétés guinéennes qui sont parties dans le parc et je dois confesser que j'étais vraiment ému de voir cette beauté. Et pensant que c'est la Haute Guinée et voir la verdure, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Et il y a un potentiel qui est là, qu'on doit explorer, un potentiel surtout en termes de génération de revenus directs pour les populations, en amenant les touristes là-bas. Et parce qu'il existe aussi beaucoup d'animaux sauvages qui sont à l'intérieur du parc. Exactement. Bien. Ouais, Basekou. Oui, je voudrais évoquer un sujet avec vous. C'est toujours dans vos domaines d'intervention. C'est le littoral guinéen aujourd'hui qui est fortement menacé, notamment la coupe abusive du bois qu'on appelle la mangrove. Et vous avez également le domaine, en fait, le littoral qui est fortement menacé parce que si vous prenez par exemple l'île de Tayaki aujourd'hui, les populations également de Tayaki se plaignent de la montée des eaux à cause des phénomènes de remblai aujourd'hui à Conakry. Qu'est-ce que vous envisagez dans ce domaine-là? Vous savez, les impacts au changement climatique ce qu'on voit aujourd'hui ne sont que annonceurs d'un monde inconnu. La science est claire là-dessus que les pays développés sont en train de... Dans le micro, s'il vous plaît. Il y a un problème à la régie là. Ouais, allez-y. Que les pays développés sont en train de surconsommer leur budget carbone. Ils utilisent notre droit légitime au développement en nous retirant en quelque sorte les moyens de développement qui sont habituels aujourd'hui, c'est-à-dire un développement basé sur l'utilisation abusive des ressources fossiles. Et donc, on ne peut pas trouver une solution ici en Guinée. C'est une solution globale. Vous devez vous imaginer qu'une émission qui se fait aujourd'hui en Guinée a des répercussions, par exemple, aux États-Unis. Donc, il faut un effort global. Et donc, c'est là où la conférence des partis se voit. Maintenant, au niveau national, il y a des politiques qui ont été mises. Actuellement, moi, je travaille pour le Fonds vert comme conseiller régional Afrique de ce Fonds vert. On est en train de financer le programme national pour l'adaptation au sein du ministère de l'Environnement. On a des projets qu'on a développés, par exemple, concrètement avec Anafrique, qui va peut-être, sous peu, qui a été approuvé, qui attend son lancement, qui va convertir en quelque sorte la Direction nationale de la météorologie en agence. Parce que le problème est qu'il faut qu'on ait des données fiables, pour pouvoir faire des politiques conséquentes. Et donc, nous, à notre échelle, on essaie de travailler avec les communautés vulnérables qui vont servir de moyens de multiplicateurs et puis de vecteurs pour pouvoir faire des plaidoyers au sein de la politique. Mais un autre point important de ce projet, c'est qu'on veut confédérer la société civile ici en Guinée sous le label développement et environnement, parce que nous pensons que la Guinée s'engage dans beaucoup d'accords internationaux qui ont des répercussions sur tout citoyen lambda. Et donc, il faut qu'on participe à ce débat. Nous voulons en quelque sorte aussi influencer, si possible, la nouvelle constitution qui va venir pour mettre vraiment l'environnement au cœur de notre développement et prouver que la Guinée embrasse un développement qui est compatible au changement climatique, sobre et résilient. Bien dit. Dernière question à M. Diallo. Alors, du côté de l'Égypte, donc à l'occasion de la COP27, vous avez bénéficié d'un grant. C'est quoi un grant et quelle est l'utilité, son utilité justement pour les communautés locales bénéficiaires? D'accord. Les grants, ce sont des financements. Ce sont des financements dont la somme n'est pas aussi trop grande. Et comme il l'a mentionné, un don. Donc, ce sont des appuis qui sont très légers pour permettre à une ONG ou bien une structure de jeunes de manifester leur volonté et d'exécuter leur vision concrètement sur le terrain. Alors, dans le cadre de cette COP, c'est le Lost and Damaged Youth Coalition qui a mis en place ce grant. Et ils ont mis un grant de $50 000, qui est une somme légèrement modeste par rapport aux besoins, pour permettre de comprendre qui sont les gens qui comprennent réellement cette notion de perte et préjudice.
À travers les soumissions, comme je vous l'ai mentionné, les 83 projets, le nôtre adressait le sujet. Et le jury a même mentionné, écoutez, il y a d'excellents projets parmi ces projets. Mais le souci, c'est que les gens n'ont pas adressé la problématique que nous voulons. Alors, pendant que nous nous intéressons à cette migration climatique, j'insiste sur le mot, quand vous vous déplacez de chez vous vers un autre endroit, vous perdez votre main-d'œuvre, vous perdez votre capacité d'exécution et vous perdez votre accès à votre lieu de travail. En perdant cela, vous êtes obligé de vous reconvertir. C'est plus difficile de reconvertir un agriculteur en pêcheur et encore plus difficile de reconvertir un pêcheur en agriculteur. Ça demande beaucoup plus d'efforts, ce n'est pas son champ d'action. Et la particularité des habitants de Kabak, c'est que près de 5000 personnes, environ 5000 personnes, il n'y a pas de données fixes, mais on estime à 5000 personnes qui sont déplacées aujourd'hui et qui sont le long du littoral en Guinée. Exactement. Bien. La montée des eaux a fait perdre une bonne partie de la terre. Et là où ils sont à Tayaki, ils font la pêche. Mais la majeure partie des herbiers marins qu'ils eux-mêmes ils qualifient de macalés les empêchent d'avoir du poisson parce que les filets sont souvent accrochés à ces herbiers marins qui les empêchent de relever du poisson. Et finalement, ils sont obligés de faire face à ces réalités. Et une autre forme de pression pourrait arriver à Conakry bientôt parce que si ces gens n'ont pas accès à leur quotidien, ils vont faire face à un secteur qui est déjà hypertrophié, le troisième secteur, faire du commerce dans un domaine où ils ne peuvent même pas peut-être exceller. Voilà qui est dit, c'était nos deux derniers invités au compte du numéro de ce jeudi, monsieur Alpha Omar Kaloga et monsieur Alpha Amadou Diallo, tous deux de Green Transformation 2050, qui étaient présents donc au compte de la Guinée à la dernière COP qui s'est tenue en Égypte. Félicitations, chers compatriotes. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos équipes à la régie, à la transmission, Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Silla et tous leurs assistants. Merci de l'attention où que vous nous avez suivis à travers le monde. Derrière nous, d'intégrer avec Ousmane Tolo et toute son équipe. Restez sur FIM FM. Une édition spéciale consacrée à la session inaugurale du dialogue inclusif interguinéen a lieu quand il sera 13h sur FIM, 13h-15h. Oui. Et Abakar, nos condoléances aux familles des victimes d'un accident de la circulation à Bomboli, du côté de Bomboli. Oui, tout à fait. Ouais. On apprend qu'au moins 3 personnes ont perdu la vie dans cet accident. Bien. Nos sincères condoléances. Merci Talibé. Cette édition spéciale donc à venir quand il sera 13h, durant 2h, 13h-15h sur nos antennes avec aux commandes Mamadou Bangoura. On revient pour continuer l'aventure samedi. Demain, vous êtes en compagnie de Mamadou Ouri. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.